éteignent leur micro, s'il vous plaît, hein, pour des questions de confort de tous. On a un problème d'écho en plus. Donc, s'il vous plaît, éteignez. Salut Martin, ça fait longtemps que je t'avais vu. Ça va Nathalie, c'est bon pour toi? Alors, on attend encore une minute et puis on démarre, hein, pour tenir le timing. Bien, il est 9h35, on démarre. Bonjour à toutes et tous. Merci de vous être connectés ce matin pour ce webinaire sur les perspectives établies par RTE sur la période 2023-2035, enfin 2024-2035. Je remercie Nathalie Lemaître, hein, qui est directrice régionale, déléguée régionale de RTE pour la Normandie et l'Île-de-France. De se prêter à cet exercice qu'elle a déjà fait lors de notre conseil d'administration, à la suite de notre conseil d'administration. Et ça a bien fonctionné, mais tout le monde n'a pas pu être présent, hein. Vous savez, la période de fin d'année a été chargée pour vous tous. Donc, du coup, avec Nathalie, on s'est dit que c'était pas mal en début de rentrée de le rejouer et de le rejouer en webinaire au profit de nos adhérents, mais également plus largement. Avant tout, je vous présente nos meilleurs voeux au nom de toute l'équipe de la gouvernance de Normandie Énergie et de l'équipe opérationnelle. Vous le savez, avec Nathalie Lemaître de RTE, elle nous avait présenté les travaux futurs énergétiques 2050 à notre AG en 2022. Ces travaux-là, ainsi que ceux de l'ADEME, ont permis d'alimenter la SFEC, hein, qui est en cours de consultation, donc la stratégie française énergie-climat. On voit bien qu'il y a une forte ambition actuellement pour accélérer et développer les ENR et les accélérer, mais également le go est donné pour la relance du nucléaire, hein, à la fois pour le 6 EPR, mais on sent bien que cet été, il devrait y avoir des annonces pour les 8 autres PR. Cette ambition forte du gouvernement est aussi impulsée, on va dire, par l'Europe, hein, avec notamment le paquet Fit for 55. Et donc, on sent bien aussi dans nos travaux quotidiens avec l'équipe et la gouvernance un virage pris aussi par les industriels sur l'efficacité énergétique, la sobriété, liée aussi à la facture énergétique, hein, qui a changé, qui n'a pas la même contenance. Et on sent bien, du coup, un virage aussi des collectivités sur cette décarbonation des usages. Donc RTE, c'est dans tout ce contexte, et bien un contexte plus large aussi, que RTE a approfondi et retravaillé ses perspectives sur la période plus à venir, la première période, donc 2023-2035, et c'est ce qui va vous être présenté aujourd'hui. L'année 2024 est pour nous, hein, Normandie Énergie, acteur de l'énergie, extrêmement marquée par la planification écologique, à la fois nationale, hein, qu'on attend tous, et régionale, hein, puisque vous savez qu'il y a deux nouvelles commissions, la commission régionale de l'énergie et la COP Normandie, qui sont installées, et Normandie Énergie est bien partie prenante, je vous rassure, on vous représente. Je voulais aussi vous dire que, avant de donner la parole à Nathalie, faire ma petite pub, parce que dans ce contexte, on a une année bien chargée en programme, et on est en train de vous concocter avec l'équipe une belle journée, un salon du mix énergétique, hein,
la Normandie Énergie Day qui aura lieu le 19 mars, toute la journée, à l'abbaye de Gruchet-la-Valasse, où nos adhérents seront très présents hein, pour pouvoir acculturer, accompagner les industriels et les collectivités sur tous les sujets qui nous concernent. Et comme vous le savez, en Normandie, on a tous les ENR et le nucléaire et tous les usages. Donc tout va bien. On a de quoi vous alimenter. Donc, ce matin, ça dure 1 heure de présentation par Nathalie Lemaître. Et je vous propose de mettre vos questions dans le fil de conversation. Avec Nathalie, on préfère les questions à la fin de manière à ne pas la déranger. Hein. Je pense, Nathalie, tu préfères qu'on fasse toutes les questions à la fin plutôt que de s'arrêter à chaque fois. C'est moins agréable. Donc, dans le fil de conversation, vous mettrez les questions et on fera cette session de questions-réponses à 10h30. Voilà, je laisse la parole à Nathalie Lemaître, déléguée régionale de RTE pour l'Île-de-France et la Normandie. Merci beaucoup. Le webinaire est enregistré. Merci beaucoup Valérie. Est-ce que le son est bon? Là, c'est bon. C'est bon. Moi, j'ai OK. Et donc, le partage, il faut que j'arrive à relancer le partage. Est-ce que le partage est bon aussi? Ça y est, c'est parfait. OK. Alors, juste au niveau logistique, hein, moi, je ne vois plus du tout, je ne vous vois plus et je ne vois pas non plus les questions. Donc, voilà, Valérie, je te laisse m'interrompre s'il y a des grosses questions ou des problèmes, parce que je ne le verrai pas. Je ne peux pas le lire sur vos visages. Donc, merci pour cette introduction, Valérie. Moi, je vous souhaite également une très, très bonne année à tous. Pleine d'énergie, évidemment. Donc, RTE, juste pour nous présenter en 2 secondes, on est le réseau de transport d'électricité. On agit sur la France entière, à la fois pour développer, maintenir et exploiter le réseau entre 400 000 volts et 63 000 volts. Et puis aussi, deuxième mission, pour réaliser en temps réel l'équilibre entre la production et la consommation d'électricité, en utilisant évidemment toute la production disponible en France, mais aussi ce qui peut venir des pays étrangers via les interconnexions sur lesquelles nous gérons les accès pour les acteurs de marché qui veulent importer ou exporter. Dans le contexte de notre mission sur l'équilibre offre-demande, nous réalisons régulièrement des exercices prospectifs pour éclairer les pouvoirs publics sur la façon dont va évoluer cet équilibre entre production et consommation d'électricité dans les prochaines années. Le but étant de vérifier qu'on a bien les moyens d'assurer la sécurité d'approvisionnement en électricité de tous, et puis d'orienter aussi les pouvoirs publics sur des décisions à prendre quand il y en a. Et comme l'a dit Valérie, la période actuelle est une de ces périodes où il faut prendre des décisions. Donc, ce que j'ai prévu, c'est de vous parler des principaux résultats du bilan prévisionnel qu'on a édité en 2023 et qui couvre la période 2023-2035. J'ai prévu aussi de faire un focus normand sur les zones du Havre et de Port-Jérôme, parce que vous allez le voir, la décarbonation, elle est déjà très concrète dans notre région. J'ai aussi quelques éléments sur l'hiver, même s'il est déjà bien avancé. C'est plutôt des éléments rassurants sur le fait que toutes les conditions sont réunies pour passer un hiver sans risque de coupure. Alors j'entends, je ne sais pas si c'est des questions. Ah oui. Ou alors, est-ce que vous pouvez éteindre vos micros, s'il vous plaît? Merci. Alors, juste pour rappel, comme l'a dit Valérie, RTE avait publié en 2021 un rapport intitulé « Futur énergétique 2050 », dont l'objectif était de se projeter à 2050
pour identifier les conditions de réussite de l'atteinte de la neutralité carbone en 2050. Dans ce rapport, on avait notamment identifié que la première chose à faire, c'était de réduire nos consommations d'énergie globale de 40%. Et puis, deuxième chose, au sein de ces consommations, abandonner les énergies fossiles qui aujourd'hui représentent quand même 60% de l'énergie qu'on consomme. Donc, réduire nos consommations globalement et puis remplacer les énergies fossiles par des énergies décarbonées. Alors, ça veut dire des ENR globalement, ENR hors électricité, gaz, biogaz, etc. et électricité. Et donc, dans ce contexte, l'électrification des usages, que ce soit dans le chauffage, dans la mobilité, dans l'industrie, conduit d'ici à 2050 à une augmentation de la consommation d'électricité de plus 35%. C'est ce qu'on avait annoncé dans le rapport Futur énergétique 2050. Alors, pourquoi est-ce qu'on a réactualisé ou pourquoi est-ce qu'on a publié, retravaillé et publié un rapport prévisionnel en 2023? C'est qu'il y a un certain nombre de d'éléments de contexte qui ont changé. Donc, il y a, vous le savez, au niveau européen, les ambitions climatiques qui ont augmenté. Désormais, il s'agit dès 2030 d'atteindre une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% net, versus un objectif précédent qui était de réduire ces émissions de gaz à effet de serre de 40% brut. On parle en comparaison par rapport à 1990. Hein. Donc, on doit réduire plus fortement et plus tôt, plus vite les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, dans le temps, et ça fait suite probablement à la crise Covid, il y a une volonté de l'État, du gouvernement, de renforcer la souveraineté énergétique française en réindustrialisant, en relocalisant sur le territoire français un certain nombre d'industries. Et donc, dans notre rapport Futur énergétique, on avait un des scénarios qui était réindustrialisation forte. On va voir que dans notre rapport bilan prévisionnel 2023, les trajectoires d'évolution de la consommation d'électricité se rapprochent de ce scénario-là. Et puis, deuxième élément qui fait que les études avaient besoin d'être réactualisées, la crise énergétique et la guerre en Ukraine. Qui ont eu un effet fort sur les prix et la disponibilité des énergies sur tout le continent européen. La montée en puissance des protectionnismes aussi bien aux États-Unis qu'en Chine, qui rend plus problématique certaines chaînes d'approvisionnement. Et puis, le cadrage de la politique énergétique en France. Donc, il y a eu le discours de Belfort qui a annoncé une relance du parc nucléaire. Et puis, les travaux sur la planification écologique qui ont avancé et qui ont précisé certaines choses, et notamment une révision à la baisse du potentiel de biomasse disponible. Donc, dans le camembert de droite où on voyait énergie renouvelable non électrique et puis électrique, la part de la biomasse dans les énergies renouvelables non électriques semble-t-il est revue à la baisse par les pouvoirs publics. Donc, tous ces éléments, donc ambition renforcée, crise énergétique, montée du protectionnisme, et puis les éléments de cadrage qui se sont précisés en 2022-2023, nous ont conduit à revoir nos prévisions et à les affiner sur la première période, qui est aussi, donc jusqu'en 2035, qui est aussi une période sur laquelle, quelles que soient les décisions qui sont prises sur le nucléaire, on n'aura pas de nouveau nucléaire, hors Flamanville 3, mais je ne le considère pas dans le nouveau programme électronucléaire. Donc, sur cette période-là, finalement, les leviers sont restreints, entre guillemets, aux énergies renouvelables, à la disponibilité du nucléaire existant, et puis au levier efficacité énergétique et sobriété.
Voilà. Et puis, pour terminer, on avait aussi besoin de repréciser les éléments d'hypothèse sur cette première partie pour travailler sur notre schéma directeur de développement de réseau que nous allons publier en 2024 et qui finalement traduit en besoin réseau ces évolutions aussi bien dans la consommation d'électricité que les moyens de production d'électricité et leur localisation pour y répondre. Tous ces documents, hein, que ce soit le futur énergétique 2050, le bilan prévisionnel 2023 ou le SDDR, nous les faisons dans un esprit d'ouverture, de concertation, de co-construction, parce que bien évidemment, on a envie qu'ils soient le plus proche possible de la réalité et des ambitions à la politique à la fois nationale et régionale. Donc, il y a des grandes périodes de concertation, de consultation sur ces documents. Et notamment, je fais une petite annonce là, sur notre schéma développement de réseau. Nous allons ouvrir une période de consultation entre mi-février et fin mars, sur laquelle on viendra voir tous les acteurs concernés, donc aussi bien au niveau national que régional. Donc, je reviendrai voir des acteurs normands pour partager les hypothèses qu'on prend pour élaborer notre schéma directeur de développement du réseau et vérifier que on est bien en phase avec les ambitions, à la fois avec les ambitions et avec la réalité, ce qui est faisable régionalement à cet horizon-là. Alors, dans notre rapport bilan prévisionnel 2035, hein, donc je vous montre là, désolé, je ne peux pas vous le communiquer physiquement, mais il est disponible sur Internet. Il y a plusieurs niveaux de rapport. Il y a un gros rapport, il y a une synthèse qui fait à peu près 80 pages, et puis il y a les principaux enseignements qu'il a fait une vingtaine de pages. Voilà, n'hésitez pas à aller consulter les documents sur le site internet, sera plus complet que ce que je peux vous présenter aujourd'hui. Donc, dans ce rapport, on a étudié 3 types de scénarios. Une famille de scénarios qu'on appelle scénario A, dans laquelle on l'appelle accélération réussie. Dans ces scénarios-là, on atteint nos ambitions donc en 2030 de réduction des gaz à effet de serre de 55%, et puis également les ambitions de réindustrialisation, de relocalisation sur le territoire français d'industrie. Alors après, il y a des sous-familles de scénarios, références A, haut et bas. Bon. Ensuite, il y a une deuxième famille de scénarios, les scénarios B, dans lesquels on prend du retard en France sur les transformations qu'il faut opérer pour atteindre nos objectifs. Et donc, on les atteint, mais un peu plus tard, à la fois dans l'électrification, dans l'efficacité, dans la sobriété énergétique. Et puis, une famille de scénarios C qu'on a appelé mondialisation contrariée, où là, finalement, c'est plutôt le contexte macroéconomique et politique international qui nous empêche, qui freine l'atteinte des objectifs, parce que les taux d'intérêt sont élevés, parce que l'inflation est forte, parce que ça freine les investissements, parce que les approvisionnements en matières premières sont compliqués. Voilà, donc autre famille de scénarios. Et à chaque fois, dans ces scénarios, on regarde est-ce qu'on peut, ou à quelles conditions on peut approvisionner en électricité les Français heure par heure, dans toutes les conditions, tous les scénarios de conditions météo possibles, et puis combien ça coûte et quels sont les impacts. Alors, au niveau de l'évolution de la consommation d'électricité, comme je vous le disais en introduction, ce qu'on voit dans ces études réactualisées, c'est que la consommation d'électricité, pour atteindre les objectifs plus ambitieux de réduction des gaz à effet de serre, devra augmenter plus vite et plus fortement. Donc, par rapport à la trajectoire de référence du rapport futur énergétique 2050, où on était à plus 35% en 2050, là, on va être à plus 35% dès 2035. Encore une fois, si on veut atteindre nos objectifs
c'est pas une prédiction, c'est si on part du postulat qu'on veut atteindre nos objectifs, ben, ça devrait se traduire par une augmentation de la consommation d'électricité de 35% dès 2035, avec donc une consommation annuelle de 615 TWh dans le scénario de référence de la famille A. Et vous voyez que c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est à peu près ce qu'on voyait dans le scénario électrification renforcée, réindustrialisation forte des futurs énergétiques 2050. Alors, cette évolution de consommation d'électricité, pour l'instant, on ne la voit pas, on ne la mesure pas concrètement. On est même plutôt dans une phase où la consommation d'électricité baisse. Elle a baissé en 2023 en moyenne de 8% par rapport aux années précédentes. Et ça, c'est parce que finalement, les efforts de sobriété, qui sont les efforts les plus faciles, les plus rapides à mettre en œuvre, surtout les plus rapides, ont été mis en œuvre, que ce soit dans les bâtiments tertiaires, dans les logements, suite aux alertes de l'hiver dernier. Donc ça, on en voit les effets très rapidement. Par contre, ce qu'on voit aussi, et j'y reviendrai quand on parlera du Havre et de Port-Jérôme, c'est une augmentation très très forte des demandes de raccordement au réseau par des nouveaux soit par des nouveaux clients consommateurs tels que des électrolyseurs, par exemple, qui veulent produire de l'hydrogène décarboné, soit par des clients déjà, enfin des industriels déjà en place qui veulent basculer vers de l'électricité. Donc ça, une augmentation du nombre de demandes de raccordement à la fois en nombre et en volume de chacune des demandes qui est très significatif. Donc, ce qui nous laisse à penser que ça va prendre, c'est évidemment des projets qui prennent un peu de temps entre la demande de raccordement et la mise en service, mais en tout cas, l'augmentation de la consommation d'électricité telle que, à laquelle on s'attend, elle devrait effectivement se confirmer, mais plutôt à partir de 2026. Voilà, après, donc, ça c'est pour info. Sur les scénarios B et C que je vous ai présentés, ben, on a sans surprise des augmentations de la consommation d'électricité qui sont un peu plus lentes, soit pour des raisons internes à la France, soit en raison du contexte international. Donc, on atteint un peu plus tard nos objectifs. Alors, question qu'on peut se poser, est-ce que la France a les moyens de gérer cette augmentation forte des besoins en électricité d'ici à 2035, sachant, comme j'ai dit, que même si on décide aujourd'hui de nouveaux moyens de production nucléaire, ils ne seront pas en service avant 2035. Donc, la réponse est oui. Oui, en agissant simultanément sur 4 leviers. 4 leviers essentiels qui sont accélérés sur l'efficacité énergétique et sur la sobriété pour pouvoir continuer à contenir la consommation d'électricité, accélérer sur le rythme de développement des énergies renouvelables et sur le nucléaire existant, maximiser son productible et prolonger la durée de vie des réacteurs. Alors, la différence par rapport à Futur Énergétique 2050, c'est bien que dans Futur Énergétique 2050, sur la sobriété, on avait un peu des doutes sur l'acceptabilité de ces mesures de sobriété et donc sur la possibilité de les mettre en œuvre. Et donc, c'était resté un peu une variante. Aujourd'hui, d'une part, on sait qu'il y a des gains possibles grâce à la sobriété. Les Français l'ont montré pendant l'hiver 2022-2023 et ont poursuivi ces efforts. Donc, on sait qu'on peut compter sur ces gestes de sobriété. Et puis, du fait de l'accélération et l'augmentation des ambitions, ça devient un levier indispensable. Donc, il faut vraiment pouvoir activer ces 4 leviers. Après, il y a un petit peu de marge de manœuvre et des choix politiques qui restent possibles sur la profondeur avec laquelle on agit sur chacun de ces leviers.
Donc, vous voyez, par exemple, sur l'efficacité énergétique, nous, on dit qu'il faudrait gagner 75 TWh par an minimum. Et si on peut aller jusqu'à 100, c'est mieux. Sur la sobriété, là aussi, il faudrait gagner 25 TWh par an minimum. Si on peut aller jusqu'à 60, c'est mieux. Et aller jusqu'à 60 ou jusqu'à 100 sur les réductions sur ces 2 leviers, ça permettrait de compenser des accélérations moins fortes sur les renouvelables ou sur le nucléaire. Voilà. En tout cas, voilà, il y a un petit peu, on peut choisir la profondeur avec laquelle on agit sur chacun de ces leviers et ça relève de choix politiques. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut pouvoir agir sur ces 4 leviers. Alors, sur l'efficacité énergétique et sur la sobriété, je pense que vous savez tous la différence qu'on fait entre ces 2 leviers, enfin, ce qu'on met derrière ces termes. Sur l'efficacité énergétique, il s'agit vraiment du remplacement de matériel énergivores par des matériels moins énergivores, équipements électroménagers par exemple. Ça, bon, aujourd'hui, on en voit déjà les effets et donc il faut poursuivre sur cette trajectoire. L'autre levier très fort et sur lequel il y a vraiment besoin de politiques publiques volontaristes, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Et donc, il faudrait multiplier par 3 les efforts moyens sur ce levier-là pour atteindre les objectifs en matière d'efficacité, de réduction de consommation en matière d'efficacité énergétique. On a bien conscience que c'est un sujet qui n'est pas simple, aussi bien sur le choix des techniques et puis sur le financement pour arriver à des rénovations efficaces et soutenables pour sur la sobriété, là, on l'a vu pendant l'hiver 2022-2023, on est sur des changements de comportement, changements dans les usages, mais sans remplacement de matériel, sans investissement lourd. Donc, c'est réduire la consommation de consignes, les températures de consigne des chauffages, c'est limiter la consommation d'eau chaude, c'est éteindre les lumières inutiles. Voilà, on a vu pendant l'hiver 2022-2023 que les Français étaient prêts à mettre en œuvre un certain nombre de ces mesures. Ils l'ont fait parce qu'il y avait des incitations fortes, des messages forts qui étaient passés par rapport au risque de coupure. Ils l'ont fait aussi parce qu'il y avait une augmentation très forte, une incitation liée au prix de l'énergie. Mais ça a permis quand même de prendre conscience qu'il y avait des gains rapides à faire et finalement pas si contraignants que ça, et notamment dans le tertiaire, hein, les bâtiments de bureaux. Il y a eu une vraie prise de conscience qu'il y avait des gains rapides possibles en optimisant tout ce qui est la gestion technique des bâtiments. Donc, des bâtiments dont on s'apercevait qu'ils étaient chauffés le week-end, pendant les vacances scolaires, la nuit, etc. Et que donc, en pilotant ce chauffage, il y avait des réductions très significatives de la facture d'électricité. Voilà, il y a vraiment dans le tertiaire un gisement très fort qui a été identifié et qui est exploité. On a fait avec Ipsos en 2023, à la sortie de l'hiver, une enquête auprès de 12 000 consommateurs sur la façon dont ils avaient mis en œuvre ou pas des gestes de sobriété pendant l'hiver. Et c'était assez intéressant de voir que 3/4 nous disaient oui, j'ai changé certains comportements pour réduire ma consommation d'électricité. Et la moitié d'entre eux disaient je l'ai fait, ça n'a pas été douloureux et je suis prêt à poursuivre ces efforts. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit puisque, y compris sur la période du printemps, de l'été et de l'automne, et même cet hiver, on voit encore que la consommation reste inférieure d'environ 8-9%
à la consommation des années précédentes. Donc, on voit qu'il y a des gestes qui sont inscrits dans la durée. Donc, on a pris en base 25 TWh de réduction de consommation d'électricité liée à la sobriété dans notre scénario, mais on sait qu'on peut aller au-delà. On sait qu'on peut aller au-delà. Alors, au-delà des gestes simples, il y a des évolutions dans les façons, dans les modes de vie qui seraient un peu plus difficiles probablement à mettre en œuvre, tels que réduire la taille des voitures, réduire la taille des logements. Ça serait efficace, mais c'est des changements de mode de vie qui sont, enfin, qui suscitent moins l'adhésion, on va dire, des consommateurs qu'on a pu sonder avec Ipsos. Donc ça, c'était pour la consommation d'électricité. Maintenant, sur la production, il y a donc 2 leviers à activer, l'accélération sur le développement des énergies renouvelables et puis la maximisation du disponible nucléaire. Donc, sur les énergies renouvelables, l'enjeu, c'est massifier. D'ici à 2035, c'est avoir une production d'électricité renouvelable minimum de 270 TWh contre 120 TWh aujourd'hui. Donc, les 120 TWh aujourd'hui, il y a l'hydraulique sur laquelle le potentiel d'augmentation est relativement faible. Donc, c'est vraiment sur les éoliennes, que ce soit terrestres ou marines, et le photovoltaïque qu'il faut accélérer. Et globalement, sur ces 3 types d'énergie renouvelable, il faudrait faire x4 par rapport à aujourd'hui pour atteindre nos ambitions. Alors là aussi, il y a différents panachages possibles pour atteindre ces volumes. Comme j'ai dit, sur l'hydraulique, il n'y a pas un potentiel énorme, mais par contre, sur le photovoltaïque, aujourd'hui, on est à 15-16 gigawatts installés et 19 TWh de production annuelle. On vise en 2035 entre 65 et 90 gigawatts installés, ce qui veut dire un rythme d'installation annuel de 4 à 7 gigawatts par an. C'est un peu plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est entre 3 et 4. Mais vous voyez, ça reste quand même raisonnable comme augmentation par rapport à ce qu'on a fait ces dernières années. Donc, ça, c'est sur le photovoltaïque. Sur l'éolien terrestre, ben là, on est plutôt sur un doublement de la capacité installée. Entre 2022 et 2035. On a pris comme hypothèse un rythme annuel d'installation de 1,5 gigawatt par an, qui est le rythme observé en 2023. On a pris voilà, une ambition un peu moins forte par rapport au photovoltaïque, parce qu'on sait que c'est un type d'énergie qui ne fait pas consensus, qui pose certains problèmes d'acceptabilité dans certaines régions. Donc, on propose de rester sur la dynamique actuelle. Et puis, sur les énergies renouvelables marines, donc là, on a pris comme hypothèse le pacte, celle du pacte éolien en mer signé entre l'État et la profession en 2023. Et donc, c'est entre 15 et 18 gigawatts en 2035. Bon, voilà, c'est jusqu'à 7 parcs supplémentaires, au-delà de l'AO8. Bon, vous savez qu'en Normandie, on est assez pionnier sur l'éolien en mer. Il y a donc les parcs éoliens en mer de Fécamp et Courseulles qui sont, du point de vue du raccordement, qui sont prêts à être raccordés et à fonctionner. Dieppe-le-Tréport, qui est en cours de construction pour le raccordement, Centre-Manche 1 et Centre-Manche 2. Ça représente déjà 4 gigawatts. Et puis, donc, l'objectif du débat de façade maritime est en cours, qui est d'identifier entre 7 et 11 gigawatts supplémentaires sur la façade normande pour contribuer à ces objectifs nationaux. Alors, vous voyez, donc, dans notre scénario de référence, on a pris des hypothèses sur des trajectoires. On peut les faire varier, mais si on diminue sur l'éolien terrestre, il faudra augmenter soit sur la sobriété, soit sur le photovoltaïque, soit sur l'efficacité énergétique.
Alors, pour relativiser un petit peu, ces objectifs, ils sont ambitieux, mais si on les compare à ce que font d'autres pays, on voit que ça reste quand même assez raisonnable, hein. Donc là, ce qu'on montre sur ces graphes, c'est le rythme. Les gars, ça va être compliqué. Hein, parce que vous prenez des engagements avec. S'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez faire au micro? Merci. Donc, ce qu'on montre sur ces graphes, ce sont les rythmes actuels et projetés dans différents pays. Alors, par exemple, si je prends sur le photovoltaïque, on ambitionne 4 gigawatts par an ou jusqu'à 7 gigawatts par an. Vous voyez que ce que fait l'Allemagne, ils sont déjà à 5 gigawatts par an et ils projettent, eux, 20 gigawatts par an d'installation de nouveaux panneaux photovoltaïques. Voilà, il y a plus ambitieux que nous. Sur l'éolien terrestre, donc 1,5 gigawatts par an, c'est là aussi bien moins que ce que projette l'Allemagne avec 7 gigawatts par an d'éolien terrestre installés. Et puis, sur l'éolien en mer, là, ce n'est pas un rythme annuel, mais c'est plutôt la cible affichée. Donc, on est entre 15 et 18, là où l'Allemagne ambitionne plus de 50 gigawatts et le Royaume-Uni plus de 70 gigawatts. Voilà, donc on est ambitieux, mais d'autres le sont encore plus que nous, ce qui montre que malgré tout, ces objectifs-là semblent réalistes. Et puis, dernier levier, donc après efficacité énergétique, sobriété, énergie renouvelable, il faut aussi qu'on puisse retrouver sur le nucléaire une bonne disponibilité, et une disponibilité qui serait à l'image de ce qu'on a vécu historiquement, par exemple au début des années 2000, où on était à 415 TWh de production annuelle, à comparer avec la production annuelle en 2022 qui a été historiquement basse, liée à la fois aux arrêts de tranches pour les visites décennales ou des 40 ans, et aussi à un effet plus conjoncturel qui était le problème de corrosion sous contrainte. Voilà, donc vous le savez bien, il y a des objectifs, l'objectif de retrouver 400 TWh. On est parti de production annuelle, on est parti sur cette hypothèse. On est parti, sur l'hypothèse de 360 TWh qui est prudente dans notre scénario central et en allant jusqu'à 400 TWh dans la variante haute. Ces chiffres incluant le démarrage de Flamanville 3 qui est attendu dans l'année. Voilà, donc les quatre leviers sur lesquels il faut agir dans les prochaines années. Alors après, la question suivante, c'est comment va évoluer le niveau de sécurité d'approvisionnement dans les prochaines années. Vous savez que l'hiver 2022-2023 a été historiquement tendu d'un point de vue équilibre offre-demande. Il y avait des raisons structurelles à ça, mais aussi des raisons conjoncturelles. Donc la bonne nouvelle, c'est que le niveau de sécurité d'approvisionnement va s'améliorer à court terme. Alors pour expliquer un petit peu ça, je vous ai préparé là un peu un rappel historique des différents facteurs qui ont conduit à faire évoluer ce niveau de sécurité d'approvisionnement. Si on repart de 2010-2011, il y a eu un certain nombre de fermetures de moyens de production au charbon qui étaient liées aux nouvelles normes européennes en matière d'émissions. Partiellement compensé par la mise en service de certaines centrales à gaz neuves. Sur le nucléaire, il y a eu une dégradation tendancielle de la disponibilité du nucléaire. C'est la partie jaune là que l'on voit. Il y a eu aussi la fermeture de Fessenheim. On voit que finalement sur le nucléaire, la baisse la plus forte est liée à la dégradation de la disponibilité annuelle. Dans le même temps, il y a eu des nouveaux moyens de production renouvelables
qui ont été mis en service. Il y a eu aussi une baisse de la pointe de consommation grâce à des mesures d'efficacité énergétique, de sobriété. Il y a eu une hausse, une augmentation des interconnexions entre France et les pays voisins qui a permis d'importer plus en période tendue des pays voisins, et puis un développement des effacements de consommation ou des moyens de stockage qui permettent, en période de pointe, de réduire la pointe. On arrive à ce niveau de sécurité d'approvisionnement. En 2021-2023, on a eu l'effet conjoncturel de la corrosion sous contrainte qui a réduit nos marges, compensées par les économies d'énergie dont j'ai parlé. Donc aujourd'hui, voilà, on a retrouvé un peu plus de marge grâce à ces différents leviers. Ce qui nous attend va d'ici à 2025 continuer à améliorer la sécurité d'approvisionnement. D'une part, la disponibilité du nucléaire s'améliore et elle s'est nettement améliorée déjà entre l'hiver 2022-2023 et cet hiver. Et puis, il y a la mise en service de Flamanville qui est attendue. Les renouvelables, le développement des renouvelables qui continue et le développement de ce qu'on appelle flexibilité de la demande, c'est-à-dire effacement ou décalage de consommation qui permettent de réduire les pointes. Voilà, alors sur autre question qu'on se pose dans ce rapport, c'est donc on a un mix énergétique qui est constitué d'une part de plus en plus croissante de renouvelables ou de moyens qui ne sont pas pilotables, qui sont variables ou intermittents. Je vous laisserai choisir les termes. Et donc la question qui se pose, c'est quel est le besoin de flexibilité qu'il faut développer pour pouvoir continuer à assurer l'équilibre offre-demande à l'horizon 2030. Donc, le premier besoin, ce sont des besoins courts, ce sont des besoins qui permettent au sein d'une journée ou d'une semaine de déplacer ou de réduire des consommations pour pouvoir passer des pointes. Donc là, on a évalué dans ce rapport que on avait besoin de développer, alors là aussi, on peut choisir l'un ou l'autre de ces leviers, mais des effacements de consommation, effacement ou modulation à hauteur de 6,5 gigawatts. On a besoin aussi, et ce serait très pertinent, de piloter la recharge des véhicules électriques. Et si on prend l'hypothèse de 70%, ça permettrait de réduire le besoin de marge du système électrique pour pouvoir choisir à quel moment on va recharger nos véhicules électriques. Puis de la même façon, pour des nouveaux usages tels que les électrolyseurs, nous, on les incite fortement à prévoir dès le début de leur projet la capacité de savoir s'effacer, réduire leur consommation sur certaines périodes de pointe pour pouvoir éviter d'avoir à développer des moyens de production supplémentaires. Alors, ces différents leviers ou des batteries, des moyens de stockage, c'est l'un ou l'autre. Soit on décide de jouer sur la consommation, soit on décide d'installer les batteries, mais sont indispensables pour réduire le besoin de marge de l'ordre de 5 gigawatts. Voilà, je vais passer. Et sur le autre moyen de flexibilité qu'on a regardé, c'est la question des capacités additionnelles des moyens de production pilotables, tels que des centrales thermiques qui tourneraient avec du biogaz ou avec des carburants décarbonés, on va dire. Donc la question, c'est de savoir est-ce qu'il y a besoin d'en développer et combien. Et là, notre étude montre que si on arrive à rétablir une disponibilité du nucléaire en hiver à 55 gigawatts minimum
sur le nucléaire, ou si on arrive à mettre en place une sobriété collective qui irait au-delà des 25 TWh, donc au-delà des premiers gestes simples, et ben à ce moment-là, on pourrait éviter, ça pourrait permettre d'éviter de construire des nouveaux moyens de production thermique pilotables. Mais il faut que l'une ou l'autre de ces conditions soit réunie. Sinon, ça veut dire qu'il faut prévoir soit de maintenir les dernières centrales au charbon comme levier de dernier recours, soit de les convertir pour utiliser des combustibles décarbonés, soit de construire de nouvelles unités thermiques qui fonctionneraient d'emblée avec des carburants décarbonés. Voilà, donc ça, c'est, disons, au-delà des 4 leviers sur lesquels il faut jouer: efficacité énergétique, sobriété, développement d'énergie renouvelable et disponibilité maximum du nucléaire. Dans ce système électrique tel qu'il sera constitué avec une part plus importante d'énergie non pilotable, il faut développer en parallèle des flexibilités. Donc, il faut travailler sur les effacements de consommation, le pilotage de tous les usages électriques qui sont pilotables et se poser la question si on n'arrive pas à aller assez fort sur la sobriété ou sur la disponibilité du parc nucléaire, de maintenir des centrales thermiques pilotables qu'on ferait tourner avec des combustibles décarbonés. Voilà, dernier élément un peu général, conclusion du rapport un peu général sur les interconnexions, parce qu'une question qui nous est souvent posée, c'est quelles sont les hypothèses qu'on prend sur notre capacité à importer ou à exporter vers les pays voisins. Donc, il y a quand même un élément important à avoir en tête, c'est que aujourd'hui, et jusqu'à maintenant, on avait, du fait des politiques énergétiques nationales, on avait des parcs de production qui pouvaient être assez différents, voire complémentaires d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, on le voit quand on regarde les ambitions de développement des énergies renouvelables dans les différents pays. On va s'appuyer de plus en plus tous ensemble sur des leviers de même nature, comme les éoliennes ou les photovoltaïques, et sensibles aux mêmes paramètres. Donc, on va avoir ce qu'on appelle des modes communs de plus en plus forts entre le disponible de production dans chacun des pays. D'où une approche dans notre rapport assez prudente sur la contribution des pays voisins à la sécurité d'approvisionnement française. C'est-à-dire qu'on a pris comme hypothèse qu'on allait développer les interconnexions avec les pays voisins parce que c'est une condition indispensable pour mieux faire circuler les énergies renouvelables d'un pays à un autre, mais qu'on n'allait pas s'appuyer plus qu'aujourd'hui sur les pays voisins pour assurer la sécurité d'approvisionnement en France. Donc, on se donne comme objectif de rester globalement à l'échelle d'une année exportateur. C'est sécurisant pour nous et puis c'est aussi vertueux d'un point de vue climatique puisqu'on a un mix électrique en France qui est à plus de 90% décarboné. Ça n'empêche pas que sur certaines pointes, sur certaines périodes, on puisse importer des pays voisins, mais on fait l'hypothèse que sur l'ensemble de l'année, il vaudrait mieux qu'on reste exportateur. Voilà, donc ces différentes hypothèses et leviers identifiés, on a regardé ensuite l'impact par exemple économique de ces différentes évolutions. Alors, ce que je vous affiche là, c'est la facture énergétique française pour les énergies fossiles, puisque j'ai dit en introduction qu'aujourd'hui, dans notre consommation d'énergie, on consomme 60% d'énergie fossile. Et en fait, ces 60% d'énergie fossile, on les importe. Donc, ça nous coûte chaque année entre 25 et 80 milliards d'euros.
Et ça nous a même coûté 116 milliards d'euros en 2022, dans le contexte de crise énergétique et de flambée des prix qu'on a connus. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que réduire cette consommation d'énergie fossile, ça va nous permettre évidemment de réduire les émissions de CO2, c'est moins 1,5 gigatonnes de CO2 sur la période. Donc ça, c'est un effet bénéfique évidemment, mais ça nous permet aussi de réduire la facture énergétique française avec jusqu'à 190 milliards d'euros d'économies réalisées sur toute la période en n'important plus ces énergies de pays voisins, mais en leur substituant de l'électricité décarbonée et produite en France. Voilà, ça c'est donc impact à la fois environnementaux et économiques de cette transition. Et évidemment, c'est intéressant d'avoir ce chiffre-là en tête pour mettre en regard de cette économie les investissements dans le système électrique, parce que oui, il va falloir investir à la fois pour développer des nouveaux moyens de production d'électricité. Donc, on estime à un triplement des investissements dans la production d'électricité dans les prochaines années pour développer le parc d'énergie renouvelable et renouveler le parc nucléaire. Il faudra aussi investir dans les réseaux et ça, c'est des chiffres qui sont en cours de finalisation aussi bien côté distributeur par Enedis et côté réseau de transport qui seront affinés avec notre schéma décennal de développement de réseau. Donc, il va falloir investir massivement. La question, c'est quel impact ça va avoir sur le coût global du système électrique. Alors, ce qu'on montre sur ces graphes, c'est que, en fait, à terme, il y a l'augmentation du coût complet du système électrique. Donc, là-dedans, on met bien coût de construction, coût d'exploitation, coût de maintenance, coût de démantèlement, coût de traitement des déchets, etc., rapporté au mégawattheure produit. Ça, c'est le coût complet de production, coût brut de production. Ce coût-là, si on se projette à 2035, on voit qu'il est en augmentation, mais une augmentation qui est contenue, même si à court terme, il va y avoir une première période sur laquelle, comme on est plutôt sur des têtes de série, aussi bien sur les énergies renouvelables que sur le nucléaire, et en même temps qu'on continue à avoir des coûts liés au grand carénage du parc existant, plus des prix du gaz élevés. Donc sur cette première période-là, on peut avoir, il faut s'attendre à une augmentation du coût brut de production. Mais voilà, passé cette première période où on est sur des coûts tête de série, on devrait à terme avoir une réduction, et on le voit déjà sur le coût des productions photovoltaïques qui a été divisé par 10, sur le coût des projets de renouvelables, que ce soit en mer ou terrestre, éoliennes en mer terrestre, on voit qu'il y a des diminutions de coûts significatifs. Voilà, donc sur la deuxième période, on devrait revenir à des coûts plus raisonnables. Voilà, et puis encore une fois, à mettre en regard des économies réalisées sur l'importation d'énergie fossile. Voilà, je vais passer à quelque chose qui concerne directement la Normandie, c'est la décarbonation de l'industrie. Donc, je vous le disais tout à l'heure, on voit très concrètement déjà alors je ne sais pas si explosion est le bon terme, mais une augmentation très forte des demandes de raccordement au réseau dans les zones industrielles actuelles. Et c'est ce que vous voyez sur cette carte, principalement Dunkerque, Fos et Le Havre.
Et donc, c'est une augmentation à la fois en nombre de demandes de raccordement au réseau, mais aussi en puissance demandée, qu'on chiffre à entre 4 et 5 ou 3 et 5 fois les puissances actuelles dans certaines zones. Alors, c'est lié soit à des industries en place qui modifient leur process, qui passent de consommation de fuel ou charbon ou gaz fossile à des process décarbonés, dont l'électricité. C'est aussi des industries qui passent de consommation d'hydrogène carboné à hydrogène décarboné. Et donc ça implique l'implantation d'électrolyseurs à proximité qui vont consommer de l'électricité pour produire de l'hydrogène décarboné. C'est aussi des nouvelles industries qui viennent s'implanter pour traiter des plastiques, par exemple. Donc, toute cette augmentation à venir de la consommation d'électricité très concentrée dans certaines zones, on la voit en Normandie et elle nous conduit déjà à projeter des développements de réseaux. Alors, je prends quelques minutes pour vous faire ce zoom sur la Normandie. Donc, en Normandie, la consommation d'électricité attendue l'augmentation de la consommation d'électricité d'ici à 2050, c'est presque un doublement, hein, à la fois lié à l'électrification des usages qu'on voit partout en France et la décarbonation de l'industrie. Il y a aussi en Normandie des développements très forts de moyens de production décarbonés, que ce soit de l'éolien en mer ou du nouveau nucléaire. Et donc, ces différentes évolutions se concrétisent sur la zone du Havre et Port-Jérôme par une augmentation donc des demandes de raccordement. Alors, ce qu'on voit sur ce graphe en vert, c'est la capacité actuelle du réseau. Donc, c'est pas loin c'est un peu moins, c'est entre 1000 et 1500 MW, 1400 MW. Pour partie, ça permet de répondre à la consommation actuelle et pour partie, ça a permis de répondre à des demandes de raccordement qui sont arrivées ces dernières années dans la zone. Mais on voit que ça ne suffit pas du tout à répondre à la somme des puissances de raccordement qui nous ont été demandées, qui est le graphe jaune. Et donc, on est actuellement dans une situation où, si on se projette à l'horizon de mise en service des projets qui sont annoncés sur la zone du Havre et de Port-Jérôme, disons d'ici à 2030, il faut développer des nouveaux moyens des nouvelles infrastructures de réseau pour alimenter cette zone à hauteur des besoins qui sont exprimés. Ce que vous voyez aussi sur cette carte, c'est la zone d'Antifer qui serait une zone propice à l'accueil, à l'atterrage de parcs éoliens en mer. C'est une des zones qui est identifiée dans le débat de façade maritime en cours. Et donc, le développement du réseau dans cette zone, il pourrait répondre à ce double enjeu, alimenter en électricité les industriels qui se développent ou s'installent, qui se décarbonent ou s'installent dans les zones du Havre et de Port-Jérôme et transporter vers le réseau terrestre la production éolienne en mer qui pourrait être produite au large du Havre et arriver vers Antifer. Donc, tout ça nous a conduit à proposer un projet, un renforcement du réseau entre l'heure, donc le poste de Rouge-Montier que vous voyez, qui est déjà un gros nœud électrique, un gros poste électrique 400 000 volts, 225 000 volts. Donc, entre ce poste et la zone de Port-Jérôme et du Havre, sur lequel on a besoin de doubler la capacité de transit actuelle sur cet axe pour répondre à ces différents usages, objectifs, amener de la puissance électrique dans l'Eure et dans la Seine-Maritime pour accompagner la décarbonation, l'électrification des usages, permettre le raccordement de nouvelles installations industrielles décarbonées dans ces zones et permettre d'acheminer la production d'électricité décarbonée qui sera produite en mer sur l'ensemble du territoire.
Voilà, donc vous en avez peut-être entendu parler puisque la concertation a commencé au mois de novembre sur ce projet. Précisément, la concertation du public s'est terminée vendredi dernier. Il s'agit de créer une nouvelle liaison électrique aérienne entre Rouge-Montier et Port-Jérôme, une nouvelle liaison électrique souterraine entre Port-Jérôme et Le Havre, et puis 3 postes électriques, l'un à Port-Jérôme et 2 au Havre. Et pour ça, donc, on a soumis à la consultation du public plusieurs fuseaux. Hein, donc, c'est ce que vous voyez en différentes couleurs orange là. Cette nouvelle ligne électrique 400 000 volts à créer qui doit relier Rouge-Montier au poste de Port-Jérôme. On a plusieurs choix de l'endroit où on l'a fait passer, soit le long d'une ligne existante 400 000 volts qui passe à l'ouest, soit avec un tracé plus direct en traversant la Seine un peu plus au sud, soit avec un chemin qui passerait par la forêt de Bretonne pour aller rejoindre Port-Jérôme plutôt par l'est. Voilà, donc la concertation du public, elle a consisté à recueillir l'avis des riverains, des élus, des associations du territoire sur ce projet, d'une part, et sur ces fuseaux. Donc ça, c'est 3 fuseaux aussi qui ont été proposés sur la liaison souterraine. Le planning, il est le suivant. On vient de terminer donc la concertation du public. Il y a un rapport du commissaire enquêteur qui est attendu dans les 15 jours qui viennent. Ensuite, au mois d'avril, le préfet coordinateur, qui est le préfet de l'Eure, prendra la décision, retiendra le fuseau de moindre impact pour ces ouvrages. Et puis ensuite, on continuera à la concertation et les autorisations administratives pour pouvoir commencer les travaux en 2026 et les terminer. L'objectif, hein, c'est de pouvoir mettre en service ces ouvrages à l'horizon 2029, fin 2029, pour répondre aux besoins qui sont exprimés par les industriels. Bon, je vous ai mis quelques chiffres clés puisque l'actualité, c'est vraiment qu'on vient de terminer cette concertation qui a assisté à une quinzaine de réunions publiques, pas mal de participants, hein, que ce soit lors de ces réunions ou via des connexions au site internet ou via des coupons T, des contributions en mairie. Il y a aussi une pétition qui a été lancée contre le fuseau Bretonne. Bretonne, c'est donc celui qui passe par la forêt de Bretonne. Donc voilà, on a recueilli toute cette matière-là. Nous, ce qu'on en retient, c'est que le besoin, disons, la justification du projet lui-même est partagée. Donc, le besoin n'est pas remis en cause et ça, c'est vraiment essentiel pour nous. Les débats ont vraiment porté sur l'endroit où faire passer ces lignes. Et là, il y a eu beaucoup d'expressions, notamment contre le fuseau de Bretonne. Donc, il y a tout ça, on l'entend, on le porte, on va voir la synthèse qu'en fait le commissaire enquêteur, mais ce qui est rassurant, c'est qu'il y a d'autres alternatives, donc on devrait pouvoir proposer au préfet des fuseaux qui font plus l'objet de consensus. Et puis, on a eu des soutiens politiques et des alliés, notamment, je remercie Normandie Énergie qui a apporté une contribution dans le cadre de cette concertation pour confirmer le besoin de développer le réseau dans cette zone-là. Voilà. Alors, sur l'hiver à venir, je ne vais pas, comme je l'ai dit, l'hiver dernier, on a évité les coupures l'hiver dernier, essentiellement grâce à 2 facteurs. Sobriété qui a permis de réduire la consommation d'électricité de 9% et import. Donc, sans ces 2 facteurs positifs, on aurait eu entre 8 et 12 signaux éco-watts orange ou rouge l'hiver dernier. Donc, c'est important de le rappeler pour pouvoir poursuivre les actions sur la sobriété, ce qui est bien toujours le cas. Cet hiver, on n'a pas de problème et on a vécu une vague de froid là, récemment avec donc toujours cette
consommation d'électricité qui reste inférieure aux années précédentes, une bien meilleure disponibilité du parc nucléaire, les parcs éoliens et terrestres qui ont continué à se développer, des stocks d'hydraulique qui sont bons. Donc, la consommation, voilà, les pointes de consommation pendant la vague de froid au niveau France étaient à plus de 83 gigawatts, ce qui est loin du record, hein, qui est à plus de 100 gigawatts. Donc, ça s'est passé sans problème. Sur la Normandie, on était à 5 gigawatts de consommation dans la vague de froid. Là aussi, ça n'est pas le maximum qu'on a pu connaître sur la Normandie. Donc, cet hiver est beaucoup plus serein que l'hiver dernier. Donc, je passe sur tous ces slides simplement pour vous terminer en vous signalant une nouvelle version d'EcoWatt. Donc, EcoWatt, vous connaissez, on en a parlé pas mal l'hiver dernier avec les signaux rouge, orange, en cas de tension sur le système électrique pour appeler à de la sobriété. On l'a complété cette année avec un signal vert heure décarbonée. Donc, si vous allez regarder votre appli EcoWatt, vous verrez qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des heures décarbonées. Il y en avait cette nuit et il y en a dans l'après-midi. Ce sont des heures sur lesquelles, si vous consommez pendant ces heures, le mix électrique mobilisé pour y répondre ne produira pas de gaz à effet de serre. Sera 100% décarboné. Donc, c'est intéressant de pouvoir inciter le décalage de certains usages, pyrolyse de four, recharge de véhicules électriques, machines à laver, etc., pour les programmer dans ces heures décarbonées. Ça contribue à la décarbonation du mix électrique. Voilà, donc en conclusion, que dire en conclusion pour revenir à notre bilan prévisionnel 2035 sur le scénario A, le scénario A, il permet d'atteindre tous les objectifs, à la fois les objectifs climatiques avec la réduction des gaz à effet de serre dès 2030 de 55%, mais aussi les objectifs en matière de souveraineté industrielle, énergétique, avec de la relocalisation sur le territoire français d'un certain nombre d'industries. Les scénarios B et C. Alors le B, il nous permet d'atteindre ces objectifs seulement avec 3 ou 5 ans de retard. Et puis sur le scénario C, il permet d'atteindre les objectifs climatiques, mais pas les objectifs de réindustrialisation. Donc, on a une consommation d'électricité en France qui serait moins importante, liée aussi au fait qu'on n'arriverait pas à relocaliser autant d'industries que souhaité. Et puis, pour vous donner rendez-vous en 2024, donc un petit rappel, en 2024, nous, sur la base de toutes ces hypothèses, nous allons sortir notre schéma directeur de développement du réseau qui répondra aux 3 grands enjeux suivants. Donner au réseau la capacité d'accueillir les nouveaux moyens de production décarbonés, que ce soit des énergies renouvelables ou des nouveaux futurs parcs nucléaires, raccorder au réseau les nouvelles consommations d'électricité liées à la décarbonation et notamment la décarbonation de l'industrie. Et c'est par exemple le projet dont je parlais dans la zone de Rouge-Montier, Le Havre, Port-Jérôme. Et puis construire aussi une infrastructure résiliente au changement climatique, plus de périodes de canicule, plus d'épisodes de crues. Tout ça, ça nous demande aussi d'adapter notre réseau. Donc, notre schéma directeur, il répondra à ces 3 enjeux prioritaires. Et je vous rappelle, consultation à venir entre mi-février et fin mars. Toutes vos contributions seront bienvenues pour donner votre avis sur tous les inducteurs à ce schéma et puis aussi la faisabilité de mettre en œuvre ces transformations sur le territoire. Voilà, je crois qu'il reste un peu de temps pour des questions. Je suis à votre écoute. Peut-être que je vais arrêter le partage pour pouvoir vous voir. Oui, je te prie d'arrêter le partage, ça va être plus agréable pour toi.
Merci beaucoup, Nathalie, pour ce riche exposé que tu as su exposer avec clarté et vraiment fluidité. Merci beaucoup pour cet exercice qui n'est pas simple. On a dans la salle 5 questions. La première, elle porte sur la non prise en compte du CCS, hein, qui donc la capture de CO2 dans cet exercice issu des centrales thermiques, hein. Alors je rappelle que le CCS est capté pour décarboner, bien sûr, ça c'est le premier objectif, mais également permet de faire des e-fuels, hein, des e-carburants couplés à de l'hydrogène vert. Donc, j'imagine que c'est en ce sens que la question a été posée, parce qu'on est sur un bilan électrique, pas sur la décarbonation au sens large. Voilà, donc première question. Alors, je te laisse, je referme. Faut que je rouvre mon micro. Sur ce volet-là, il y a clairement un sujet de maturité technologique qui fait qu'on est resté prudent. On se concentre comme sur la période 2023-2035. Donc, en termes de volume et de maturité et donc de volume de mise en service sur cet horizon de temps, on est resté très prudent. Ça pourra faire partie, si concrétisation, de moyens de compenser peut-être des trajectoires qui seraient qui pourraient être un peu en retard sur d'autres leviers, mais oui, on est resté prudent là-dessus, principalement compte tenu de la période qu'on couvre. Ok. Alors, la deuxième question, elle est du même ordre. C'est au regard des deux projets, les deux projets pilotes hydroliens au Raz-Blanchard, hein, qui n'ont pas été pris en compte dans les perspectives. Enfin, là, c'est à 2035. Oui. Bah, oui, un peu la même réponse. Non, mais on a bien ça dans le radar, hein. On sait qu'il y a un potentiel dans le Raz-Blanchard d'hydrolienne. Et voilà, après, on est sur cette première période, pas sûr que ça. Mais d'ailleurs, c'est une info qui m'intéresse. À quel horizon de temps vous voyez l'arrivée de cette production-là? Est-ce que la personne qui a posé la question peut répondre à Nathalie, s'il vous plaît? Elle peut ouvrir son micro, cette personne. On est preneur. Guillaume Guest. Oui, bonjour. Donc, j'ai écrit. Non, c'est pas Guillaume Guest, pardon. Non, c'est Patrick Le Martinel. On l'envisage d'ici. On a eu des premières études d'ici 10 ans. Il y a deux projets et un projet qui est beaucoup plus avancé que l'autre. Et est-ce qu'on est bien sur l'ordre de grandeur de 15-20 mégawatts, c'est ça que j'ai en tête? Au total, oui. Oui, donc bon, bah, c'est effectivement en 2035, c'est le moment où il faudra commencer à intégrer cette production-là. Bon, c'est des volumes qui restent à l'échelle de tout ce qu'on envisage relativement faibles, hein. Mais bien sûr, il faut compter sur tous les moyens de production. Merci. Alors, une question sur le coût de modification des réseaux électriques HTA et HTB dans le scénario de référence. Alors, cette info, en fait, elle sera stabilisée plutôt avec le schéma décennal de développement du réseau. Alors, je réponds pour RTE, hein, je ne réponds pas pour Enedis. Il y a des ordres de grandeur qui ont déjà été exprimés par la ministre Agnès Pannier-Runacher quand elle était en exercice. Donc, je peux les redire, hein, ça circulait. C'était de l'ordre de une centaine de milliards d'euros. Voilà, donc, mais tout ça, ça va être précisé, affiné avec le SDDR. Mais c'est vrai que c'est des montants qui sont significatifs par rapport à ce qu'on a vécu ces dernières années, hein, parce que voilà, on a des transformations profondes. Alors c'est lié au développement du réseau en mer. On a des projets qui sont
on a beaucoup de projets de raccordement qui sont de plus en plus loin et donc ça renchérit le coût sur des puissances de plus en plus élevées. On a donc tous ces projets de développement de réseau dans les zones de décarbonation. On a aussi globalement la structure du réseau qui doit évoluer pour tenir compte de cette reconfiguration du mix électrique national. Et puis la mise aux normes, enfin adaptation au changement climatique. Voilà, tout ça fait qu'il y a des gros investissements à faire dans le réseau dans les années à venir et qui sont, oui, une accélération très forte par rapport aux investissements. Aujourd'hui, on investit dans le réseau. En 2024, là, nos investissements dans le réseau de transport vont atteindre 2 milliards d'euros. Et on n'a jamais atteint ces niveaux-là. Ces dernières années, on était à 1,5, 1,7 milliard d'euros. Donc là, on a déjà enclenché cette accélération. Et voilà, probablement qu'il faudra aller encore au-delà de ça, compte tenu de tous les projets adaptation de réseau qu'il faut envisager. Pour ces précisions complémentaires. Il y a une remarque de Marc Granier sur la flexibilité d'un port électrique qui semble un peu timide, alors qu'elle a fonctionné, elle a toujours fonctionné jusqu'alors. Est-ce que c'est timide? Est-ce que c'est sous-estimé? Non, enfin, les interconnexions, clairement, c'est indispensable et c'est grâce aux interconnexions que d'une part, il y a une optimisation de l'utilisation des énergies renouvelables sur le territoire européen, qu'il y a une optimisation économique aussi, puisque ça permet d'utiliser à chaque instant les énergies les moins chères sur l'ensemble du territoire. Et puis, ça permet aussi, dans certaines périodes tendues, de pouvoir importer. Et on a importé pendant l'hiver 2022-2023. Si on a réussi à éviter les coupures en France, c'est bien parce qu'on a pu importer massivement aux heures de pointe. Donc ça reste valable. Simplement, la question qui se pose quand on est là plus sur des gestions de pointe, d'équilibre offre-demande instantanée, mais quand on est sur plutôt une politique en termes de développement de moyens de production ou de réduction de consommation, le choix qui a été fait dans nos scénarios, mais encore une fois, c'est les pouvoirs publics qui décideront, mais le choix, c'est de rester assez prudent et pas construire, par exemple, des scénarios qui nous mettraient en import toute l'année, en se disant on n'a pas besoin de développer ces moyens de production chez nous, on comptera sur les voisins pour nous alimenter, quoi. Voilà, donc c'est la posture qui résultait de la concertation qu'on a menée, c'était de continuer à développer les interconnexions parce qu'elles rendent des grands services économiques, en sécurité d'approvisionnement et aussi en décarbonation, mais de rester prudent sur la contribution à la sécurité d'approvisionnement en France en base. Ce qui nous permet quand même de pouvoir compter sur ces interconnexions quand on a des aléas, quand on a des difficultés en France. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Marc. Et Marc, tu poursuivais en demandant la confirmation RTE si le signal prix a bien été un levier finalement pour la sobriété. Oui, clairement. Ouais. Oui. Quand je disais, dans l'étude le sondage qu'on a fait avec Ipsos, donc les répondants nous ont dit majoritairement avoir modifié leur comportement pour réduire leur consommation pendant l'hiver dernier. Ils nous disent qu'ils l'ont fait, alors certains par conscience citoyenne pour répondre aux appels qui étaient faits, mais beaucoup parce qu'il y avait des incitations financières, parce que le prix était dissuasif, quoi.
et notamment dans les industriels ou dans les activités économiques, c'est d'abord le signal prix qui a été déclencheur. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est on a sondé dans ce sondage les consommateurs sur ce qu'ils seraient prêts à faire au-delà de ce qu'ils avaient fait l'hiver dernier. Et là, clairement, par exemple, sur l'efficacité énergétique, la question économique revient fortement. C'est-à-dire que les répondants nous disent moi, j'ai besoin d'être accompagné financièrement. Je veux bien rénover mon logement, j'y trouverai un intérêt économique et même je trouverais ça louable, bon pour le climat, etc. Mais j'ai besoin d'être accompagné financièrement pour faire ça. Donc, après, enfin, pour revenir au secteur tertiaire, l'augmentation des prix a été un déclencheur d'une prise de conscience et qui a montré qu'il y avait des gains de l'ordre de 30-40% qui étaient faisables sans impact pour le confort des utilisateurs des bureaux. Donc là, c'était vraiment le prix a été déclencheur, mais probablement que même si les prix redescendent, les changements de comportement vont perdurer. Merci pour ce point. Nathalie, il y a une question de la part d'un industriel, j'imagine, sur la question de la flexibilité, la demande de flexibilité qui s'est accrue et donc au regard des besoins d'effacement pour moduler cette consommation. Est-ce que les contrats d'effacement vont évoluer? Est-ce que les conditions d'application vont évoluer au regard des besoins sur le sujet, quoi, d'RTE sur le sujet? Bonne question et j'avoue que j'ai pas la réponse précise, mais à ce moment-là, Valérie, si tu peux donner mes coordonnées, mon mail, et puis que la personne me fasse un petit mail et je la mettrai en relation avec les personnes chez nous qui gèrent ces aspects contractuels. Joker. Ouais, merci beaucoup. Pas obligé de tout savoir. Alors, Marc, de nouveau, est-ce que c'est pour ça que le prix de l'électricité augmente de 9,8% à partir du 1er février? Alors, en fait, l'augmentation du prix de l'électricité au 1er février, elle est liée au rétablissement de taxes. En fait, l'hiver dernier, l'État a mis en place ce qui s'appelait le bouclier tarifaire pour protéger les consommateurs de l'augmentation des prix. Et donc, ce bouclier tarifaire, vous savez que dans la facture d'électricité, il y a une part approvisionnement, il y a une part réseau et il y a une part taxe. Oui, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Voilà, et donc la part des taxes avait été, alors je ne sais pas si c'était supprimé complètement ou très fortement diminué, mais en tout cas, le bouclier tarifaire avait consisté pour l'État à renoncer aux taxes liées sur la facture d'électricité. Et là, aujourd'hui, il remet en place ces taxes qui sont des rentrées financières pour l'État. Et c'est ça qui conduit à l'augmentation des 9,8%. Merci. Alors, à la vue des besoins d'investissement considérables sur le réseau pour atteindre ces objectifs, quel sera l'impact sur les tarifs TD de RTE pour les industriels? On va peut-être faire Joker aussi, on répond plus tard. Une communication de vos prévisions sur ce sujet est-elle prévue? C'est une donnée fondamentale pour les investissements privés à venir, évidemment. Oui, bien sûr. Alors, bon, là, je vais renvoyer aussi vers le SDDR. En fait, ouais. Le SDDR, donc, il consiste pour RTE à dessiner les besoins d'investissement dans le réseau pour accompagner cette transition énergétique. Et c'est aussi ce qui va nous servir à aller voir la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, pour avoir leur validation sur
les investissements que RTE peut engager, parce que ces investissements, oui, ils auront un impact in fine sur le prix. Et donc, le boulot de la CRE, c'est de faire en sorte que le réseau réponde bien aux besoins, mais que le coût de l'électricité reste soutenable. Donc, c'est cette discussion avec la CRE qui va nous permettre de valider et puis de mieux évaluer l'impact sur les tarifs. Aujourd'hui, je ne sais pas les dire, mais c'est quelque chose dont on va beaucoup parler probablement dans l'année 2024. Merci beaucoup. Je vois, il y a une remarque de Marc sur une remarque mathématique sur les consos actuels. La part de l'ELEC, c'est 25% aujourd'hui. Elle passera à 2050 à 55%, cette part. Et donc, il dit que ça ferait plus 28% et pas plus 35%. Alors, de consommation sur les finale. Ouais, sur les calculs, en fait, il y a des calculs qui sont faits hors perte et hors perte sur le réseau et hors hydrogène. Alors, c'est pour ça qu'on ne retombe pas toujours sur les mêmes pourcentages. Mais voilà. C'est les assiettes qu'on prend en compte dans les calculs qui ne sont pas forcément les bonnes ou les mêmes. C'est pas un mauvais calcul de maths. Eh bien voilà, tu es d'accord que je peux diffuser les slides, enfin le jeu que tu voudras bien que je diffuse, Nathalie? Oui, en PDF, je pense peut-être. En PDF, plutôt, bien sûr. Donc je le ferai. Pour tous ceux qui ne m'ont pas encore mis leur mail, je vous propose que je vous dis que c'est encore possible. Donc inscrivez-le. Il y a une main levée là sur Guillaume Guest. Je peux vous donner encore la parole parce qu'il est 59. Allez-y, on vous écoute. Non, je ne sais pas si vous m'entendez. Non, c'était la question que vous venez de répondre, en fait, que j'avais mis dans le chat un peu plus tard. Donc, c'est bon, j'ai ma réponse et merci encore. Merci à vous pour cette Très bonne présentation. Merci à vous. Merci à Nathalie. Bravo pour cet exercice. Et puis, bonne journée à tous et tous. Je vous envoie les slides, le jeu de slides en PDF, selon les mails envoyés, puisque, comme je l'ai dit, c'est un webinaire volontairement ouvert. Ça fait partie des travaux de Normandie Énergie, d'acculturer avec ses experts, aujourd'hui RTE. Et je vous donne rendez-vous le 19 mars, sans faute. Parce que là, vous rencontrerez de nouveau RTE, mais pas que, aussi les gestionnaires d'infrastructures Enedis, GRT, Gaz, GRDF, nos pétroliers, nos gaziers, tous nos ENR et également nos acteurs des usages. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre attention. À bientôt. Merci pour la présentation. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.